Bonjour à tous et bienvenue dans ce book club de l'école de l'Anthropocène. Je suis Lucie Campos et je représente ici la Villa Gilet, qui a le plaisir de faire alliance avec l'école urbaine pour cette semaine et de mener chaque jour cette petite séance de book club avec l'un des auteurs du festival. Nous accueillons aujourd'hui Joy Sorman. Bonjour Joy et bienvenue sur le plateau de H71 ici à Lyon. Bonjour et merci de me recevoir à distance. Bonjour Joy, et nous accueillons surtout votre livre, donc à la folie. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, à la folie, aux éditions Flammarion. Ce livre est tout frais, il va paraître le 2 février, donc dans quelques jours à peine, et dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, les librairies lyonnaises, en particulier, je crois, librairie Archipel, qui est partenaire de ce festival, mais dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Joy Sorman, on vous connaît déjà depuis un certain nombre d'années ici en France et nous vous aimons à la Villa Gilet où vous étiez déjà venu pour présenter d'autres livres. On vous connaît depuis 2005. Votre premier roman, Boys, 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 avait gagné le prix de Flore à l'époque. Et depuis, c'est une dizaine de titres qui sont parus au fil des ans. Je me souviens personnellement de Paris-Gare du Nord, puis de Comme une bête sur l'apprenti boucher, puis de La peau de l'ours plus récemment. Et vous travaillez depuis plusieurs livres déjà à tout ce qui touche aux frontières, à la frontière entre le normal et le pathologique, entre le monstrueux et l'humain. Vous revenez avec ce livre à une nouvelle frontière, celle de la folie. C'est bien de la folie qu'il s'agit ici, mais des folies au pluriel, de la folie sous toutes ses formes. C'est un livre qui a fait pleurer les âmes sensibles à la Villa Gilet. C'est un livre très sérieux aussi. C'est un livre parcours, un livre recueil de paroles, un livre qui est le produit de ce qu'on comprend avoir été un long temps d'écoute de la part d'un jeu qui est l'écrivain et le narrateur tout à la fois. Un livre au cours duquel on rencontre une galerie de personnages très touchants, très marquants. Franck, le sculpteur qui vibre, qui délire, qui est interné depuis un temps démesuré qu'on ne mesure même plus. Franck qui est aussi un peu loup-garou, un peu guide dans cette histoire. Et que dans 2 minutes, Joy, j'aimerais vous inviter à nous faire entendre. Mais avant cela, quelques autres personnages. Donc, il n'y a pas que Franck, le sculpteur loup-garou. Il y a Maria la maléfique, la sorcière aux pieds nus qui marche sur les braises, la fiancée du diable qui est un peu bipolaire aussi. Il y a Catherine la soignante avec son pot de tabac et son bagage trotskiste. Il y a Youssef, le soldat inconnu totalement psychotique. Il y en a tant d'autres et chacun nous marque parce qu'il a ici, dans le livre, sa parole singulière, sa place dans un récit qui se déroule tout autour d'eux. Pour entrer dans le livre, on avait décidé de lire et de donner la parole à l'un de ces personnages, et donc à Franck, Joy Sorman, pendant quelques pages. Merci. Franck a 40 ans. Il est bien connu au pavillon 4B. Il y fait des séjours réguliers depuis plus de 20 ans, de l'appartement de sa mère au centre de crise, de l'hôpital de jour au foyer d'accueil médicalisé, puis retour à la case départ en service fermé. Il m'a dit « je reviens dans 5 minutes », a réapparu après avoir enfilé une polaire sur son pyjama en papier crépon et chaussé une paire de claquettes de piscine, a proposé de s'asseoir dans la salle télé et raconter sur un ton équanime une vie de peine et de violence. Petit, j'étais dyslexique et mon père me tabassait. Comme il était dermato, il savait exactement où taper pour que cela laisse le moins de traces possible. Il me cognait pour un oui ou pour un non parce que j'avais utilisé trop de papier toilette. Ma mère, elle buvait 2 bouteilles de Porto par jour. Ça peut vous paraître beaucoup, mais dans mon village, c'était la norme, la dose habituelle. Tout le monde buvait ça. La dernière fois que mon père m'a frappé, j'avais 13 ans et c'était un 14 juillet. Le sang a giclé, je me suis rebellée, j'étais devenue grand et fort, j'ai eu le dessus. Le psychiatre m'a expliqué que c'était excitant de frapper. Peut-être que j'excitais sexuellement mon père. Mais je ne l'ai jamais dénoncé. J'ai toujours gardé ça pour moi.
Je ne voulais pas qu'on m'envoie à la DAS. D'ailleurs, je ne lui en veux pas. J'ai juste parfois un peu de rancœur. Il vient me voir à l'hôpital, il m'apporte des clopes. J'aime mes parents, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est mon seul lien. Je le garde. Voilà, après cette mauvaise période, j'ai passé un CAP jardinier paysagiste. J'étais très bon en taille d'if. J'ai travaillé quelque temps au service espace vert et ça m'a lassé. Alors je me suis dit, pourquoi pas chasseur alpin? Mais la semaine précédant l'examen, je ne dormais pas, je fumais du shit en regardant la télé, j'ai pété les plombs et tout ça s'est terminé à l'HP. J'avais 19 ans, c'était mon premier séjour. J'y suis restée 2 ans. Quand je suis sortie, j'ai rencontré une fille. Je ne travaillais pas, j'étais asociale de toute façon. Alors je me suis installée chez elle. On était bien. Je lui ai cuisiné des pâtes à la carbonara, des cuisses de grenouille et du roast beef. Et on est même descendu à Cannes en vacances. Ma copine était nympho, mais je m'en foutais. Ça a tenu comme ça plusieurs années. Et un jour, à nouveau, j'ai fumé trop de shit. Mes yeux sont partis à l'arrière de ma tête. Ils se sont collés au fond de mon crâne et ils me regardaient. Ils me surveillaient. C'était insupportable. J'avais trop de délire en moi. Et aussi le cadavre d'un jumeau que j'avais avalé dans le ventre de ma mère parce que j'étais le plus fort des deux, le plus volontaire. Trop de délire en moi. Et des morceaux de moi qui s'éparpillaient. Mon estomac qui disparaissait, mon ventre qui devenait creux, troué. Il va mieux maintenant. Touche, regarde comme il est bien bombé. Trop de délire en moi. Et un ectoplasme qui m'espionnait, me suivait partout en silence, glissait sur les murs, le plafond, le sol. Tellement de délire en moi qu'il paraît que j'ai agressé un patient en arrivant, parce qu'il marchait avec mes jambes. Il m'avait volé mes jambes, ce bâtard. Franck prend une longue inspiration, rapproche sa chaise, vérifie d'un coup d'œil que personne ne nous épie, se penche à mon oreille. Tu sais, à un moment, j'étais tellement pure que je me suis allongée dans l'herbe et plein de marguerites se sont mises à pousser autour de moi. Franck est ansdreux, soin sans consentement sur décision d'un représentant de l'État, pour violence. Il a poignardé le chien de sa mère. Pourtant, Franck raconte que c'est déjà lui qui est mort 10 fois, poignardé dans la rue par des passants, puis ressuscité. En réalité, il ne dit pas « je ressuscite », il dit « je revis ». Et cela fait une grande différence. Cela signifie que la vie est tapie en lui, qu'elle ne tombe pas du ciel, qu'elle n'est pas un miracle, mais une ressource. Franck me raconte le loup-garou blotti dans ses intestins, m'assure que s'il ne prend plus ses médicaments, il redevient la bête, que la conversion est immédiate. Mais la malédiction n'est pas tant d'être loup-garou que d'endosser cette apparence terrifiante alors que son cœur est plein de bonté. Quand je fume du shit, je fais peur, malgré moi. Je suis un monstre délicat pourtant, mais rien à faire, les traits de mon visage effraient les gens. Franck, le tendre prodige, se désole de faire peur aux passagers du bus, alors que sa transformation n'a pour objet que d'absorber les ondes négatives qui polluent les alentours. Mais comment être compris quand l'expression du visage ne coïncide pas avec la vérité des intentions? Et ce personnage de Franck est incroyable. Merci beaucoup pour cette lecture. Et une espèce de guide, puisque c'est l'un des premiers personnages qu'on rencontre et un personnage qu'on retrouve de loin en loin pendant cette exploration. Et en l'écoutant, on entend l'aura très particulière de ces histoires. Alors, il faut prendre un grand souffle avant d'entrer dans ce livre, un peu comme le narrateur prend un grand bol d'air avant d'entrer dans l'HP où il va aller écouter ces gens. Cette aura particulière, Joyce Orman, est-ce que c'est celle de la solitude et de l'isolement dans laquelle se trouvent ces personnages? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti puis voulu travailler, mettre là dans le livre? Je dirais que l'aura, c'est d'abord celle de l'espace, du bâtiment. C'est-à-dire que dans une ville, dans l'espace urbain, se dresse quasiment dans chaque ville importante un hôpital psychiatrique. Et l'hôpital psychiatrique, c'est comme la prison. C'est un lieu opaque, un lieu soustrait au regard qui la plupart du temps est entouré de murs, de grilles dans lequel on ne pénètre pas comme ça. Donc il y a déjà cette aura mystérieuse de cette forteresse, je pourrais dire, de cette forteresse psychiatrique. Et le bâtiment lui-même, finalement, m'aimantait, c'est-à-dire que j'avais envie de passer les murs, j'avais envie de passer les grilles. Donc il y a d'abord l'aura secrète, mystérieuse, un peu inquiétante, un peu obscure du bâtiment. Et c'est pour ça que le livre s'ouvre d'ailleurs sur mon arrivée devant le bâtiment et la manière dont je vais franchir tous les sas pour pénétrer dans ce fameux pavillon 4B où je vais passer une année. Donc, première aura, je pourrais dire architecturale presque, ou spatiale,
Et puis, une fois que j'entre dans ce service assez petit, une quinzaine de lits, il y a plusieurs choses magnétiques qui me prennent. Il y a d'abord la présence de ces corps. Euh, je me souviens de ma première vision de ces corps qui errent dans le pavillon, dans les couloirs, de ces pas traînants, de ces corps usinés par la chimie, par les médicaments, ralentis. Et puis il y a le verbe délirant de la folie. Donc vraiment pénétrer dans ce pavillon, c'était aussi, comme vous dites, rentrer dans l'aura de ces corps, de ces personnages, et puis s'habituer à une nouvelle ambiance, à l'ambiance silencieuse qui est parfois déchirée par les cris de l'hôpital psychiatrique, au temps qui s'étire, à tous ces gestes et tous ces mouvements ralentis, amortis. Donc c'est d'abord pénétrer en effet une ambiance où tout décélère d'une certaine façon. Alors, et je réagis tout de suite à ce mot de décélération, puisque au-delà de l'aura du bâtiment, de cette fonction très particulière de la parole, sur laquelle j'aimerais revenir tout à l'heure, la décélération, c'est quelque chose de très impressionnant. Dès qu'on entre dans chaque petit portrait, chaque passage, chaque parole rapportée, il y a un effet sur le temps qui est très fort. Le temps, c'est un des grands matériaux de travail du romancier, et il s'agit bien d'un texte de fiction ici. Le temps que vous recréez là, c'est un temps d'étrangeté. C'est à la fois un temps démesurément long et sans repère, celui de l'internement. C'est les apaisements temporaires que certains malades décrivent. C'est aussi le temps de la répétition. Racontez-nous ce temps. Oui, vous avez raison. La question du temps et de la durée, elle est vraiment au centre du livre. Je dirais que c'est le point névralgique ou l'espèce de vortex du livre qui entraîne un peu tous les récits. Alors, la question de la durée, c'est déjà une question personnelle. C'est-à-dire que ce livre, c'est aussi une expérience personnelle de la durée. C'est-à-dire que j'ai passé 1 an à raison d'1 jour par semaine dans cette unité psychiatrique. Donc déjà, j'ai consacré moi-même une durée assez importante d'immersion parce que je voulais aussi ressentir cette durée extensive, cet ennui, cette répétition, et retourner toutes les semaines, passer du temps pour nouer des relations. Donc, c'est voilà, le ferment de l'écriture, c'est aussi le temps long que j'y ai passé, et le livre n'aurait pas pu s'écrire autrement. Après, le temps, il vous saisit tout de suite quand vous entrez pour la première fois, parce que ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de décoration au mur. Et les murs sont ornés uniquement d'horloges. Donc, c'est un endroit où on nous rappelle sans cesse au temps. Il y a des horloges partout qui sont mises en hauteur pour qu'elles ne puissent pas être décrochées. Il y a même une horloge dans la chambre d'isolement, donc cet endroit où on est coupé absolument du monde, où le seul lien, le seul repère qu'on a avec l'extérieur, c'est une immense horloge derrière une vitre incassable, qui égrène comme ça les minutes, les secondes. Donc, il y a ce motif de l'horloge extrêmement fort. Et comme vous le disiez, les internés, quand ils arrivent dans le service, ils ne savent pas pour combien de temps ils sont là. Ils ne savent pas s'ils sont là pour 1 semaine, 1 mois, 1 an, 15 ans. Ils ne savent pas. Donc, le temps est tout de suite déréglé par cette absence de perspective, par cette absence d'avenir. Après, le temps, il est réglé aussi par des rites. L'heure du lever, l'heure de la douche, l'heure des médicaments, l'heure de la pause clope, l'heure du goûter, l'heure du temps en chambre, l'heure de la sieste. Bon. Y a comme ça une métronomie de la durée qui scande chaque journée de telle manière que toutes les journées se ressemblent. Et cette espèce de scansion du temps, elle est aussi articulée avec une expérience très forte de l'ennui, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il y a à attendre que le temps justement fasse son office, que les médicaments fassent leur office, que quelque chose d'impalpable fasse son office. On ne sait pas très bien d'ailleurs. Est-ce qu'on va vers la guérison? Est-ce qu'une guérison est possible? Donc c'est une vraie expérience de l'ennui. Alors un ennui qui peut parfois être thérapeutique. Certains soignants disent que
ça peut faire du bien à quelques patients de s'ennuyer, justement, de sentir cette viscosité du temps qui pourrait les apaiser. Mais voilà, cette question du temps, elle est centrale, elle provoque aussi de l'impatience chez des patients. Précisément, ce terme de patient qui renvoie à la patience, à la passivité, de temps en temps, il porte assez mal son nom parce que les patients voudraient faire dérailler justement ce jour sans fin, ces jours de confinement dont on fait une expérience parcellaire tous en ce moment. Et c'est pour ça que beaucoup essayent de perturber la durée, justement en refusant de prendre les médicaments à l'heure, en sabotant les heures les moments des repas. Il y a ce désir sans cesse de faire dérailler le temps chez les patients. Et ce qui a une force incroyable dans ce livre, c'est que, donc, à l'intérieur, effectivement, ce dérèglement du temps, il est décrit. Il est décrit par chacune des paroles, dans chaque portrait. Il y a un rapport au temps qui est clairement anormal, enfin, soit un arrêt, soit un présent perpétuel, soit ces répétitions dont on parlait tout à l'heure. Mais dans ce grand dérèglement du temps, du coup, ce qui ressort, c'est autre chose. Et c'est un récit qui s'organise par histoire. Et c'est un défilé d'histoires. Dans le grand temps déréglé, la seule chose à laquelle on se raccroche, ou en tout cas nous, en tant que lecteurs, nous raccrochons, c'est ces capsules de récits, ces histoires qui sont racontées là, et qui sont, je disais, une aura, il y a une espèce de sacralité dans la manière dont elles sont restituées par un narrateur dont on ne sait pas, c'est le narrateur-écrivain, il est fidèle, il y a une forme de fidélité et d'empathie dans la restitution de ces paroles. Donc, il n'y a pas qu'un défilé de pyjama, en somme. Il y a un petit défilé de pyjama, puisqu'on décrit un petit peu ce dans quoi ils sont, comment ces personnes sont habillées. Mais au-delà du défilé de pyjama, il y a un défilé d'histoires, et d'histoires racontées et restituées avec un très grand respect. On a l'impression que le narrateur a une position qui évolue. Après l'aura racontée au début, au moment d'entrer dans cet hôpital, vers le milieu du texte, il y a un très beau moment où votre narrateur parle de sa capacité non pas à comprendre, mais à humer, recueillir, éprouver, puis m'en tenir là. Est-ce qu'on s'en tient là ? Je vous remercie de citer ce passage qui est aussi un nœud du livre, qui est le moment où la narratrice, en l'occurrence je peux dire l'auteur et je peux dire finalement s'avance aussi sur scène, parce que je suis le plus souvent en retrait, justement, je fais voir les soignants, les patients, et moi je me tiens toujours un peu derrière, à côté, et là je m'avance pour à mi-parcours, en effet, dire comment je me sens, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une expérience de vie personnelle, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai compris ou pas compris, qu'en est-il de ma présence un peu perturbante dans ce service, est-ce que j'ai appris quelque chose de la folie, est-ce que j'ai appris quelque chose de la psychiatrie, et à mi-parcours, je me rends compte que je n'y comprends pas grand-chose, et qu'en même temps, cette incompréhension est aussi le ferment de la science psychiatrique quand elle s'exerce avec modestie et attention. C'est-à-dire que le mystère de la folie, beaucoup de médecins disent qu'il ne peut pas être percé, qu'on peut seulement accompagner la douleur, être là, être à côté, apaiser un peu, mais que peut-être aucune guérison n'est véritablement possible. Donc, à ce moment du livre, je me dis qu'à la fin, je ne saurai qu'une chose, c'est que je ne sais rien, et que je ne pourrai pas surtout tirer des conclusions définitives sur la manière dont il faudrait soigner, dont il faudrait appréhender la folie, et qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'être là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moment où je me cale aussi sur la position des soignants, et que je comprends que la plupart des soignants, ce qu'ils font, c'est se tenir auprès des patients, les écouter, poser une main sur une épaule, et qu'il s'agit uniquement de patience, de présence, de bienveillance, d'empathie. Et j'essaye de me caler sur cette position, pas au sens où je me prendrais pour une soignante, mais au sens où ça me semble
finalement rejoindre une position de l'écrivain, une position qu'on pourrait dire éthique dans le cadre, en tout cas, de ce genre de livre, une position de l'écrivain qui consiste à recueillir, à être attentif, à être patient. Je pense que la question de la durée, c'est aussi la question de l'écriture. L'écriture, c'est une expérience de la patience, de la durée, justement de l'extension du temps. Et je me dis, voilà, l'enseignement que je pourrais en tirer, c'est que la patience est la vertu de l'écriture, dans le sens où il s'agit d'avoir l'attention la plus aiguë au moindre détail, de pouvoir mobiliser tous ses sens. Et finalement, à l'hôpital psychiatrique, on serait bien présomptueux de vouloir tirer des conséquences, je pourrais dire, théoriques, ou même thérapeutiques définitives. On peut juste prendre acte du mystère, de l'obscur, de l'opacité, de l'ambivalence, de la précarité, non seulement de ces lieux, mais de toute existence humaine. Et vous dites, et plus ou moins vers ce même passage, il ne s'agit pas de comprendre, mais d'activer les zones endormies de mon esprit. Et là, quelque chose de magique se passe, puisqu'il ne s'agit pas seulement de raconter de manière sensible ce rapport glissant à la folie et à la vérité, mais de l'incarner, de l'incorporer et d'activer en soi-même dans une espèce de compréhension sensible. On sent que c'est ce travail-là qui anime, ou on a l'impression en tout cas, que ce travail anime et accompagne le narrateur. Mais il n'y a pas que le narrateur qui change, qui se déplace au fur et à mesure de cette écoute. Il y a aussi un rapport au langage, puisque tout ça passe par le langage et passe par des récits qui sont retranscrits avec plus ou moins de fidélité, plus ou moins de travail. Il y a un rapport au langage, aux mots, à la vérité. On a un exergue très fort. Sigil la vérité. Où est la vérité dans tout ce travail ? Alors, c'est vrai que le langage, il est essentiel. Je dirais, au centre, il y a la question de la durée du temps et il y a la question du langage. Et souvent, quand on me demande pourquoi j'ai voulu écrire sur la psychiatrie, il y a mille raisons, mais je pense que pour un écrivain, il y a une raison essentielle qui est que c'est une aventure du langage. Se frotter à la folie, c'est d'abord vivre une aventure du langage, et quoi de plus passionnant pour un auteur. C'est le langage délirant de la folie, c'est le langage follement rationnel de la science. Et il s'agissait aussi pour moi d'aller à la rencontre de ces lexiques-là, de ces langues-là, de les recueillir et de les donner à voir, de les parler moi-même, et de les importer dans mon écriture. C'est-à-dire d'aller chercher justement des langues lointaines, des langues obscures, et d'essayer de les greffer à ma propre langue, et puis surtout de les donner à lire, de les donner à entendre au lecteur. Donc là, l'exergue du livre, Sigil la vérité, avec un point d'interrogation très important. Cette exergue, elle était essentielle pour moi. Alors, ce qui est juste pour l'anecdote, mais elle a du sens. À l'origine, dans la première version du livre, c'était la dernière phrase du livre. C'est-à-dire que le livre se terminait là-dessus. Fermait et ouvrait sur cette question: est-ce que c'est ici que gît la vérité? J'ai considéré que c'était une fin un petit peu trop emphatique ou solennelle, et j'ai décidé de terminer le livre autrement, mais je tenais absolument à cette interrogation, donc je l'ai basculé de la fin du livre au début, et voilà, j'en fais une citation anonyme du IVe siècle avant Jésus-Christ. En réalité, c'est une pure invention, une pure fiction, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai le sentiment, après un an passé là-bas, que j'ai fait l'expérience de la mort de la vérité, d'une certaine façon. Je dirais que si on veut se placer sur un versant philosophique, on pourrait dire que la folie nous apprend qu'aucune vérité ne tient. Alors, parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout est précaire et révocable. C'est-à-dire que non seulement la parole de la folie,
elle se reconfigure sans cesse. C'est-à-dire que, par exemple, notre ami Franck, un jour se prend pour un loup-garou, le lendemain pour un chaman, le surlendemain est un homme qui se tient parfaitement, tout à fait rationnel. Donc il n'y a pas de vérité de Franck. Alors la vérité de Franck, elle est dans ses multiples identités. Et en tout cas, il n'y a pas de vérité fixée de Franck. Il n'y a pas de vérité non plus des diagnostics, puisque j'étais assez étonnée de voir que les médecins s'entendaient assez difficilement sur la nature des pathologies des patients. Il n'y a pas de vérité de la guérison, puisque les médecins aussi se demandaient si un patient était guéri ou pas, s'il pouvait guérir ou pas. Donc là non plus, aucune vérité n'était possible à établir. Et puis surtout, la folie consiste et c'est pour ça que là aussi elle intéresse l'écrivain, à réinventer sans cesse la réalité. La folie est une espèce de machine à produire des fictions. Franck qui me raconte qu'il est un loup-garou, qui me raconte un peu plus tard dans le livre qu'on vient de découvrir la première sirène mâle échouée sur une côte californienne, est un inventeur, est un producteur de fiction comme aucun écrivain aurait en rêvé. Et donc ce qui caractérise la folie, c'est cette métamorphose permanente de la réalité. Vous parliez de Youssef tout à l'heure qui se prend pour le soldat inconnu. Et je m'attarde sur cette expression et je comprends qu'il a raison, qu'il est le soldat inconnu de la psychiatrie, au sens où il est un sans-nom, un privé de son identité, et qu'il incarne aussi tous les autres fracassés de la psychiatrie. Et donc à la fois, Youssef délire, il ne dit pas la vérité, on pourrait l'affirmer comme ça, et en même temps, il dit une vérité. La vérité de ce qu'il ressent. Plus tard, il dit au psychiatre, je suis la viande et vous êtes le couteau. Et là aussi, il dit une vérité extrêmement forte de l'enfermement. Il est comme cette espèce de carcasse de viande morte sur laquelle le psychiatre, avec son couteau, son scalpel, vient dessiner une forme. Donc voilà, la vérité, je ne sais pas si elle est définitivement abattue par la psychiatrie, mais en tout cas, elle est précaire et elle se reforme sans cesse. Effectivement, et c'est vous parliez tout à l'heure de métamorphose, c'est ces métamorphoses des mots, des récits, et du coup du rapport au réel qui structurent ces différents personnages. Parce qu'il faut bien le dire, ce sont donc j'imagine à l'origine de vrais malades, enfin de vrais internés qui ont été rencontrés et que vous avez rencontrés à répétition, mais là, ce à quoi nous, lecteurs, nous avons affaire, ce ne sont plus ces malades, ce sont des personnages de fiction. Et à travers les personnages de fiction, nous est transmis un peu de ce glissement, cette métamorphose permanente dans laquelle ils sont. Et une première leçon, alors pour revenir à la folie, une première leçon sur cette folie qui est que la folie est faite d'une violence incroyable. Enfin, la folie partout réveille est structurée par des rapports violents, une histoire violente, des éléments violents de narration. Et dans cette violence, il est beaucoup question de vie, de mort, de retournement soudain. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché d'abord, cette violence-là, ou elle s'est trouvée dans le travail avec les personnes que vous écoutiez ? Puisque la violence n'est pas nouvelle dans votre œuvre, oui. Joyce Orman. Oui, j'y allais pas avec l'idée d'aller à la rencontre de la violence, mais j'y allais avec l'idée d'aller à la rencontre de la souffrance. Voilà, je ferai une petite distinction entre les deux. Et j'avais travaillé dans mon livre précédent qui s'appelle Science de la vie sur la souffrance aussi, mais la souffrance physique précisément. Et donc à la folie et dans la continuité de cette réflexion sur la souffrance, cette espèce de passage de la souffrance physique à la souffrance psychique, même si ça n'a pas grand sens de les distinguer absolument. Mais je m'attendais à la souffrance et j'ai découvert aussi la violence. Alors, la violence, c'est d'abord celle des récits de vie. J'étais frappée de voir on l'a entendu avec Franck, mais tous les patients ont témoigné. Ce sont toujours des récits de vie fracassés, ce sont des histoires de violence familiale, de viol, de misère sociale. Enfin, c'était quasiment systématique. Donc, il y a ce terreau de violence sur lequel va croître la folie, le délire et la souffrance. Et
Après, la violence, c'est aussi évidemment celle de l'enfermement, de la privation de liberté. La violence, c'est celle qui s'exprime pour dire la souffrance, c'est-à-dire que la peine de ces internés, elle s'exprimait toujours par des éclairs de violence qui tout d'un coup venaient déchirer l'ennui et le silence des journées. Alors ça peut être une crise clastique, pardon pour le terme un peu technique, une crise clastique, c'est une crise dans laquelle on détruit tout ce qu'il y a autour de soi. Une crise clastique d'un personnage aussi assez présent dans le livre qui s'appelle Jessica. Ça peut être des scarifications, des tentatives de suicide, l'agression aussi entre les patients, c'est-à-dire que à force de promiscuité, à force de subir toute la journée le babil incessant, les cris, les plaintes des autres, on craque soi-même, on a envie de sauter à la gorge des autres. Donc il y a cette violence-là. Il y a la violence aussi des médicaments qui arrasent la personnalité, qui éteignent les facultés cognitives et physiologiques. Il y a la violence de l'infirmier qui doit piquer au sol Jessica quand elle fait sa crise. C'est ces infirmiers qui se jettent sur elle et qui lui plantent une seringue dans le corps. Alors je ne juge pas, c'est pas à moi de dire s'il fallait agir comme ça ou pas, mais disons que ce qui est très frappant, c'est qu'on pourrait dire quand on rentre à l'hôpital psychiatrique, on rentre justement dans cette ambiance de décélération dont on parlait tout à l'heure, d'étirement élastique du temps, de silence parce que beaucoup sont abrutis par les médicaments et tout d'un coup un éclair de violence vient déchirer ça et rappelle que quelque chose de bouillonnant, malgré les médicaments, malgré la contention, malgré l'enfermement, quelque chose de bouillonnant voilà, est encore là, tapi dans les entrailles des patients et qu'il y a un moment où ça sort, comme un geyser. Et effectivement, je pense qu'il est important de reparler, de remettre des mots sur cette violence, puisque depuis tout à l'heure, on parle de rapport à la vérité, de la fiction, enfin le travail de la fiction, mais c'est aussi un livre très précis sur un certain nombre de pathologies, un certain nombre de personnages qui vivent une situation très réelle et qui se lit à côté d'autres livres, puisque le travail littéraire et philosophique sur la folie n'est pas neuf dans nos lectures. Il y a l'histoire de la folie de Michel Foucault, il y a des références deleuziennes, il y a tout une espèce d'environnement textuel déjà bien établi dans notre univers de lecture. Il y a aussi un intérêt aujourd'hui pour ces questions de l'aliénation, de la folie, des institutions qui entourent ce type de pathologie. Mais ce livre-ci, en se plaçant très clairement du côté de la fiction, se place aussi du côté d'une écoute qui se veut, on le sent, profondément empathique. On a l'impression que c'est un livre d'après le care, enfin d'après une certaine réflexion sur le care, le soin, qui est là aussi dans notre paysage intellectuel. Et pourtant, il n'y a pas du tout ni le mot soin, ni le mot care, ni le mot souffrance. Et vous parliez de souffrance, mais le mot n'apparaît pas. Enfin, il apparaît une ou deux fois. J'ai cherché dans les pages, il n'y est pas. Puisque de fait, il arrive à dire cette violence, dire cette souffrance, mais la dire autrement et la dire par une aventure qui est clairement celle du langage. Donc pour revenir à la question du langage, parce qu'il me reste une dernière question, avant de prendre celle du public. Vous dites à un moment que cet HP, enfin ce temps en HP était une aventure du langage, de la parole et du silence. Est-ce que vos curseurs linguistiques autour de la folie se sont déplacés en écrivant ce livre ? Puisqu'on finit par voir de la folie partout et aimer cette folie. Oui, la question du silence, en effet, elle s'invite aussi à peu près au milieu du livre, parce que je vais à l'hôpital psychiatrique avec ce désir de récolter du langage, de récolter la parole des patients, des soignants, de faire parler, d'entendre en me disant que la clé de la compréhension est là. Racontez-moi le soin, racontez-moi la folie que j'essaye de comprendre. Et l'empathie dont vous parliez, c'est d'ailleurs d'abord un outil de connaissance. C'est d'abord dans l'empathie
qu'il me semble qu'on connaît mieux celui qui nous parle, celui qui nous est étranger. Et à un moment, je me suis rendu compte que je faisais fausse route, qu'on ne comprenait pas seulement dans le langage, mais qu'on comprenait aussi dans tout ce qui était tu, dans tout ce que les patients ne disaient pas, dans tout ce que les soignants ne disaient pas, et qu'il fallait être attentif aussi au silence, précisément en ce qu'ils disaient de la souffrance, de l'agacement ou de l'apaisement, que beaucoup de choses se jouaient dans le silence. Et il y a aussi des infirmiers qui me disaient, il ne faut pas croire que seule la parole soigne à l'hôpital, parce que on dit, voilà, il faut des temps de langage, d'échange. C'est vraiment la parole qui permet de créer un lien, d'apaiser le malade. Et des soignants allaient contre cette idée toute faite en me disant, mais non, parfois, ils n'en peuvent plus de la parole qui soigne, de la parole psychanalytique, par exemple. Ils veulent du silence et il faut arrêter de sans cesse les convier à dire ce qu'ils ressentent. Donc, cette découverte du silence, à la fois comme thérapeutique et comme porteur de sens, ça a été une découverte, je pourrais dire, en effet intellectuelle, littéraire, poétique, extrêmement importante. Et par exemple, dans le livre, il y a pas mal de blancs. Je laisse des blancs entre les paragraphes, je saute des lignes, comme des moments justement de silence dans l'écriture, comme des moments où moi, je me tais aussi face au lecteur, cette espèce de logorée comme ça du livre, je la mets en suspens et j'instaure un silence entre le lecteur et moi, j'instaure un silence dans la lecture pour laisser un écho résonner. Donc là où vous touchez un point important dans la construction du livre, c'est que dans la mise en page elle-même, j'ai instauré par ces blancs des moments de silence. Tout à fait, et j'essayais de montrer le livre, mais il y a bien des blancs qui sont plus ou moins grands d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des sauts de paragraphes et parfois des sauts plus grands qui sont comme une respiration, mais comme aussi un temps d'absence et donc un temps d'incompréhension momentanée. Tout à fait. Et le livre nous donne une image, enfin quasi une reproduction visuelle de cette temporalité étrange. Alors, je dois réserver mes autres questions puisque nous allons prendre maintenant quelques questions du public qui nous écoute et qui nous regarde. Alors, première question de Bérénice. Elle est un peu longue, je vous la lis en entier. Vous avez évoqué la présence d'un hôpital psychiatrique dans chaque grosse ville. Est-ce que pour vous, les HP sont des espaces hermétiques ou percevez-vous une porosité entre ces différents espaces urbains? Fin de la question. Hier, dans le cadre de l'école de l'Anthropocène, je faisais une émission de radio. J'échangeais avec Emmanuel Venet, qui est écrivain et psychiatre à l'hôpital du Vinatier, et qui justement, lui, me disait que récemment, le Vinatier avait voulu s'ouvrir sur la ville, que des murs avaient été remplacés par des grilles, que le magnifique parc de l'hôpital psychiatrique était ouvert le week-end aux promeneurs, et que voilà, cet hôpital, par exemple, avait une politique d'ouverture sur la ville. Ça dépend vraiment des hôpitaux et des politiques sanitaires locales. Je pense que certaines administrations travaillent à ouvrir l'hôpital, d'autres à le refermer un peu plus. Et l'histoire de la folie peut être lue aussi comme une histoire architecturale, urbaine. Selon les époques, les murs sont plus ou moins épais. À ce qu'on appelle l'âge d'or de la psychiatrie, entre les années 60 et 90, au moment de la psychothérapie institutionnelle et de la création de l'hôpital de jour, de la psychiatrie en ville, de la sectorisation, le propos était vraiment d'organiser cette porosité entre l'espace public et la psychiatrie et de permettre la circulation dans la ville des fous. Depuis les années 90-2000, depuis en particulier la loi Sarkozy, il y a un retour à l'enfermement.
on peut aussi voilà, se référer à des époques plus anciennes, à la figure du fou du village au Moyen-Âge, qui était comme une espèce de mascotte de la communauté, qui était protégée et intégrée. Donc, l'histoire de la folie peut vraiment être lue précisément comme cette histoire de la porosité et de l'étanchéité entre l'intérieur et l'extérieur. Mais il faut préciser que dans le livre, justement, il s'agit plutôt d'étanchéité, puisqu'on on assiste à des... c'est des personnages qui sont soit dedans, soit dehors. Et quand ils sont dedans, ils sont dedans. Et quand ils sont dehors, ils sont dehors. Et que le bâtiment n'existe que comme une matérialisation de cette limite entre le lieu du normal et le lieu du pathologique. Alors, j'ai une deuxième question. Elle est longue également, donc je vais jusqu'au bout. Quelle frontière, selon vous, y a-t-il entre la folie et la création ? J'ai pas fini. La folie a-t-elle une veine créative ? Avez-vous assisté à des ateliers créatifs au cours de votre séjour ? Alors oui, j'ai passé du temps dans ce qu'on appelle les ateliers d'ergothérapie qui se développent, je crois, de plus en plus dans le cadre justement du soin et de l'ouverture du soin à des pratiques extra-hospitalières, on va dire. Et donc en ergothérapie, j'ai vu beaucoup de patients peindre, coudre, sculpter, dessiner, écrire des poèmes. Il se trouve que j'ai vu des productions assez merveilleuses, d'autres qui avaient moins d'intérêt. Donc, il n'y a pas de toute façon de leçon générale, de vérité précisément à tirer de mes observations. Mais en tout cas, ce sont des ateliers qui sont extrêmement demandés par les patients, très fréquentés. Je parle d'un patient qui a été privé d'ergothérapie parce qu'il s'était enfui, il avait fumé du shit et sa punition, c'était d'être privé de la possibilité de peindre et c'était insupportable pour lui. Ce jeune patient ne pouvait s'exprimer que dans la peinture, en particulier dans ce qu'il appelait des portraits imaginaires et c'était la seule chose qui l'apaisait. Donc là, la part créative, elle me semble essentielle d'abord à travers ce qu'on peut appeler l'art brut. À Lausanne, par exemple, en Suisse, il y a un magnifique musée d'art brut créé par Dubuffet. Dubuffet collectionnait l'art brut. C'est lui qui a inventé même le terme. Donc, on sait qu'il y a une richesse artistique extrêmement importante du côté de l'art brut, de cette production, alors pas seulement des fous, mais essentiellement des marginaux et des autodidactes. Il y a même un marché de l'art brut de plus en plus lucratif qui s'installe. Alors on peut s'en réjouir ou le déplorer, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a un courant de l'art qui se nomme art brut et qui témoigne de cette production artistique extrêmement importante, c'est indéniable. Tout à fait, et ça fait penser à d'autres références. Enfin, il y a des fous en littérature, et il y a une histoire de la littérature écrite depuis des situations d'internement, dont il ne s'agit pas du tout ici dans ce livre, hein, je le précise, mais effectivement, ce lien entre la folie et la création, et on est en permanence à la limite entre ces deux idées-là. Alors, j'ai une dernière question. Comment ressort-on de cette expérience d'1 an au contact de personnes qu'on dit folles ? Qu'est-ce que cette expérience a changé dans votre vie ? Alors, comment dire ? Elle m'a pas changé radicalement. Il y a eu plusieurs étapes, évidemment. Il y a eu d'abord le saisissement. C'est-à-dire que les premières semaines, j'étais saisie justement par la violence, par la souffrance, par aussi l'incongruité de ma présence. Je ne savais pas où me mettre au sens propre, à quelle distance me mettre pour parler. Est-ce que je gênais, ou est-ce qu'au contraire ma présence pouvait intéresser, intriguer. Donc au début, j'étais très déstabilisée, j'étais
je peux dire aussi que je ressortais de ces journées assez épuisée nerveusement et aussi inquiète de ce que je pouvais dire. J'avais peur de moins de déranger, ça c'est pas très grave, mais justement de provoquer de la violence et de la souffrance par une maladresse, par une phrase que j'aurais pu dire et qui aurait pu blesser un patient, parce que les mots sont tellement importants là-bas. Les mots peuvent soigner, les mots peuvent tuer. Chaque mot qu'on prononce est très important. Il y a une infirmière qui me disait dire ça va comme ça en passant à un psychotique, ça peut être extrêmement violent pour lui parce qu'il va le prendre pas justement comme un élément commun du langage, une forme de salutation, mais comme une phrase au sens propre qui peut le bouleverser pour la journée. Donc voilà, j'étais un peu incertaine. Et puis, j'ai ressenti de plus en plus une familiarité. Et avec cette familiarité, il y a une forme de... Alors, le mot va vous paraître bizarre, mais de douceur et de gaieté à être là, à nouer des relations avec les patients, à rire ensemble, à échanger. Et je sortais finalement de ces journées apaisée et revigorée aussi par la stimulation intellectuelle et poétique que j'y trouvais. Et si je peux dire que ça m'a apporté quelque chose, c'est justement cette patience dont on parlait. Je pense que ça a renforcé ma patience, ça a renforcé mon empathie, au sens où justement ce sont des vertus d'écriture. Et comme écrivain, je pense que j'y ai gagné de ce côté-là, du côté de l'attention aux détails, du côté de l'attention au silence dont on parlait tout à l'heure, et du côté de l'empathie, cette vertu essentielle de l'écriture. Et alors, il me reste 2 minutes. Est-ce que je peux vous poser une dernière question, Joyce Ormond, puisqu'on est dans un book club? Est-ce que vous avez une petite bibliothèque personnelle de la folie? Et est-ce qu'il y a 1 ou 2 titres qui vous ont accompagné pendant l'écriture de ce roman? Ce qui n'est peut-être pas le cas du tout, puisqu'on sent très clairement que ce roman est écrit sur la base de paroles vraies, enfin d'êtres humains qui ont été écoutés. Mais je me dis qu'il y a peut-être des livres qui vous ont accompagné également. Oui, alors il y a l'histoire de la folie, évidemment, de Michel Foucault, dont vous parliez tout à l'heure, et également ces cours au Collège de France sur la question de l'anormalité, qui m'ont beaucoup éclairé. Alors vous parliez tout à l'heure justement des grands écrivains fous. Alors on pense à Artaud, évidemment. Donc Artaud m'a beaucoup accompagnée, en particulier son livre sur Van Gogh qui s'appelle Le suicidé de la société, très éclairant sur la manière dont la société provoque la folie. Les lettres de Van Gogh aussi à son frère Théo m'ont accompagnée. Et sinon, beaucoup de livres sur l'histoire de la psychiatrie, alors vraiment là des ouvrages historiques et aussi curieusement des manuels de psychiatrie pour étudiants que je suis allée acheter dans des librairies de médecine et qui m'ont un peu éclairé sur les différentes molécules, les différents symptômes. Donc j'avais à la fois une bibliothèque poétique et une bibliothèque scientifique. Merci beaucoup. Merci Joyce Ormond et merci pour ce très beau livre, donc À la folie, chez Flammarion le 2 février. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.